Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là à cette nouvelle conférence. Alors c'est pour certains le pétrole du 21e siècle. Les données personnelles, ces traces informatiques qu'on laisse derrière soi, généreraient aujourd'hui, rien qu'en Europe, une économie de 300 milliards d'euros, chiffre qui pourrait atteindre 430 milliards d'ici à 2020. Alors même si les GAFA trustent 95% de ce marché, de nouveaux acteurs apparaissent et le big data bouleverse aujourd'hui tous les secteurs de l'économie. Google peut voir ce que les gens cherchent, Facebook ce qu'ils aiment, Amazon ce qu'ils achètent, et le croisement massif des données aboutit à une connaissance quasi scientifique du consommateur. En temps réel, le comportement des individus est analysé, impose aux entreprises de changer de stratégie aussi vite que le marché. Les data brokers les plus avancés sont capables de vendre des profils par algorithme qui suivent les gens à la trace dans leur navigation sur Internet, mais également dans leur déplacement physique. Alors, quelles opportunités le big data offre-t-il à l'industrie? Comment protéger ces données? Quels outils juridiques et technologiques pour en réguler l'exploitation? Jusqu'où aller dans l'encadrement sans pour autant pénaliser nos entreprises qui, déplorent certains, auraient déjà perdu la bataille des bases de données face à des Américains ou des Chinois beaucoup moins regardants sur les libertés individuelles? Voilà quelques thèmes que je vous propose d'aborder. Nous avons 1 heure pour le faire, 35 minutes de débat avec nos invités, et puis les questions de la salle, vos questions. Alors, pour débattre de ce sujet d'actualité passionnant, Nicolas Arpagian, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez Orange Cyberdéfense, une filiale du groupe Orange. Vous avez 45 ans, vous êtes juriste de formation et votre job consiste à accompagner les entreprises dans la gestion de leurs données pour les optimiser, mais aussi les sécuriser. Aux côtés de M. Arpagian, donc David Vonner. Monsieur Vonner, bonjour. Vous êtes directeur technique chez Systantia, chargé de la recherche et du développement. Votre entreprise, qui emploie 80 personnes à Mulhouse, mais qui a aussi 2 sites à Paris et Rennes, a été créée il y a 20 ans autour de 2 métiers, la virtualisation des systèmes et la cybersécurité. Et c'est sur ce deuxième aspect que nous insisterons aujourd'hui. Et puis, enfin, autour de cette table, Jean-François Bayette. Monsieur Bayette, vous avez 48 ans, vous êtes ingénieur en informatique et en robotique, et vous avez créé en 2015 la société GECO, spécialisée dans la cybersécurité, avec une singularité, une spécialité. Vous accompagnez particulièrement les PME dans leur transformation numérique, et vous me disiez tout à l'heure que les PME étaient tout aussi concernées que les grandes entreprises lorsqu'on parle du data. Alors, Monsieur Arpagian, je vous donne la parole pour commencer. Le big data, une opportunité ou une menace pour les entreprises et l'économie? Alors, merci pour cette question, parce que déjà, le big data, c'est déjà, avant une opportunité ou une menace, c'est une réalité. C'est-à-dire que dans l'économie numérique, dès lors que l'on va utiliser des systèmes d'information, on va laisser des traces qui vont constituer autant de marqueurs de l'activité, que ce soit, effectivement, vous le mentionniez, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine des loisirs, etc. Et donc, quel est l'enjeu? C'est de conserver ces traces et de manière à les analyser. Par contre, c'est vrai que je regardais la fiche de cette rencontre, de ce salon de l'industrie du futur, et il est niché dans cette usine à 4.0. Et la réflexion que je me faisais en voyant cette affiche, c'était de dire, il est important et tout à fait constructif de se préoccuper du 4.0, c'est-à-dire des évolutions et de la numérisation, la transformation numérique de l'activité industrielle. Par contre, il est également primordial de ne pas négliger le 1.0, 2.0 et 3.0. Je m'explique, c'est qu'il y a quelques semaines, vous avez peut-être suivi dans l'actualité la survenance d'un logiciel malveillant qu'on a appelé WannaCry. WannaCry, c'est un logiciel malveillant qui a prospéré dans des entreprises qui n'avaient pas mis à jour un certain nombre de leurs infrastructures Windows de Microsoft, malgré le fait que l'entreprise avait signalé cette défaillance et donc il convenait de la corriger. Simplement, des entreprises, et là on a vu beaucoup d'industries parmi les entreprises infectées, on parle de plusieurs centaines de milliers d'entreprises dans une bonne centaine de pays, donc on est vraiment sur un phénomène massif de propagation d'un logiciel malveillant. En fait, il s'avère que ces entreprises étaient numérisées. Elles le sont toujours, simplement pour des raisons tactiques, opérationnelles, du quotidien, de management, de gestion. Elles n'avaient pas procédé à des mises à jour régulières. Ça veut dire qu'elles ont empilé de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, de nouvelles interconnexions,
sans forcément systématiquement veiller à la bonne mise à jour des infrastructures de base. Alors évidemment, tant que ça fonctionne, l'investissement, le temps requis pour mettre à jour ces infrastructures de base est considéré comme inutile, dispendieux, vain. Simplement, on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des couches, notamment logicielles, on risque, et c'est ce qui a retenu d'ailleurs ces entreprises de mettre à jour, on a un doute, une interrogation sur le fait de savoir si maintenant, si je devais procéder à ces mises à jour, est-ce que ça ne risque pas de mettre en péril tout ce que j'ai rajouté depuis? Et donc, moralité, dans le doute, on s'abstient. Et ce qui fait que des entreprises qui sont à la pointe de la technologie, qui sont conscientes des enjeux numériques, ce n'est pas la question, se retrouvent potentiellement fragilisées par rapport à des décisions justement de gestion et d'arbitrage. D'arbitrage entre est-ce que je mets à jour systématiquement, quitte à prendre le risque de temps en temps que certaines nouvelles applications soient inopérantes, et donc éventuellement de perturber la continuité de l'activité, ou éventuellement est-ce que je mets en priorité les applications nouvelles, et ma foi, je compte sur le fait que les pirates auront l'élégance de ne pas utiliser des moyens trop anciens pour venir mettre en difficulté mon entreprise. Et c'est vraiment un arbitrage entre les gens qui vont vouloir, c'est de l'IT en charge de l'informatique et de la sécurité, qui vont vouloir mettre l'accent, la priorité sur la maintenance et l'entretien et la sécurisation du système, et les utilisateurs qui, eux, vont dire la priorité, c'est le business, c'est la continuité d'activité, c'est la rentabilité, c'est le fait de faire en sorte de produire avec les nouveaux outils. Et c'est là où, effectivement, il faut garder à l'esprit que de l'industrie du futur, ce n'est pas qu'une affaire de techniciens qui seraient contents d'apporter des nouveaux systèmes logiciels. Ce n'est pas qu'un problème de gens du métier qui seraient justement plutôt intéressés par la dernière technique, la dernière performance, l'outillage le plus récent, mais qu'il faudra bien, pour que ce soit durable, faire en sorte que ces deux colonnes, ces deux composantes de l'entreprise se parlent. Et parce que les plus innovants des industriels ne pourront pas compter sur une activité durable s'il n'y a pas cet élément technique qui est maîtrisé. Ça, c'est vraiment un élément important. Alors, sur la donnée, c'est vrai que c'est forcément quelque chose qui est à prendre en considération parce qu'on voit bien que dans les bureaux d'études, on a des idées, on a des projets quant à des nouveaux services ou des nouvelles productions et des nouveaux produits. La seule chose, c'est qu'à un moment, les consommateurs les utilisateurs, même professionnels, vont par leur usage illustrer, incarner la consommation du produit ou du service, et ça va permettre déjà de mieux les connaître. Et donc, au fur et à mesure qu'on va mieux les connaître, on va collecter des informations sur eux qui vont les singulariser. On va en plus avoir la problématique pour le grand public des données personnelles, qui sont des données maintenant protégées par la réglementation de manière extrêmement stricte. Et donc, on va s'apercevoir que ces données, si on les détient et on sait les exploiter, elles ont une valeur. Elles ont une valeur pour l'amélioration, le développement des produits, l'amélioration des services, mais également elles peuvent être utilisées pour authentifier des comportements. C'est être certain que la personne qui se connecte est bien celle qui est autorisée à le faire. Et que si on a besoin de savoir ce qu'a fait cette personne, grâce aux traces qu'on a évoquées, on va pouvoir le retrouver. Et donc il va falloir développer cette exploitation, ce raffinage, si on devait faire l'analogie avec le pétrole, c'est-à-dire qu'on a une matière brute et on va faire en sorte de le rendre exploitable pour que dans votre chaudière, dans votre voiture, on puisse avoir effectivement le produit affiné. Donc l'utilisation du big data dans la sécurité, elle est nécessaire et elle est certainement utile parce que ce sont des données qui vont permettre la personnalisation, qui vont permettre un suivi avec un timing et un délai les plus courts possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour avoir justement un suivi un peu fin des comportements. Et donc de commencer à créer des typologies de comportements, de scénarios, et de se dire, tiens, quand tel utilisateur, tel mécanisme, tel process industriel ne se déroule pas comme établi dans le scénario, peut-être qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et donc, on va s'apercevoir que cette connaissance de la donnée, elle va être nécessaire pour, évidemment, anticiper et essayer de voir comment est-ce qu'on peut modifier et améliorer un produit, mais également signaler des dysfonctionnements ou des comportements anormaux. Et donc, il va être important d'avoir cette capacité d'identifier ces données, de les rassembler, de les exploiter. Ça ne sert à rien d'avoir des données consciencieusement recensées si elles ne sont pas exploitées. Et effectivement, et également avec la coopération des métiers qui, là aussi, pourront
ponctuellement demander ou suggérer des usages complémentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question de l'industrie de la sécurité, c'est pas, faut pas le voir comme étant une contrainte entre ceux qui voudraient créer et ceux qui voudraient restreindre, qui voudraient contenir, limiter la circulation de l'information. Elle est simplement dans l'idée que ça ne sert à rien de tout ouvrir, parce qu'effectivement le patrimoine de l'entreprise, ce sont ces données, et elles ne seront jamais aussi intelligentes, ces données, qu'à partir du moment où on les manipule. On les manipule dans le sens où on les traite, on les échange, on les compare, on peut effectivement travailler avec, et c'est cette démarche-là. Donc c'est quelque chose qui doit être vu de manière et considéré de manière très constructive et très positive, et c'est pour ça que la sécurité, à ce moment-là, va jouer un rôle de renforcement, de consolidation, permettre cette continuité d'activité et cette créativité dans des conditions les plus optimales possibles. Alors c'est votre constat, effectivement, beaucoup d'industries produisent des données, mais celles-ci ne sont pas toujours organisées de manière à pouvoir être traitées, comparées, exploitées et mises en perspective de manière efficace. Là, il y a encore un gros retard. Oui, parce Alors que... c'est un retard français ou c'est un retard général? C'est pas un retard, parce que vous savez, il y a un terme qui a certainement été beaucoup évoqué au cours de cette journée, qui sont les objets connectés. C'est vrai qu'après, alors on l'a appelé sur l'Internet des objets, il s'avère que l'industrie fait partie certainement des secteurs d'activité qui est le plus déjà, presque historiquement, composé par ces objets connectés. En fait, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où on a mis des consoles avec des mécanismes industriels qui se pilotaient eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient pas forcément interconnectés entre eux, mais on a placé des automates, on a fait en sorte justement que des machines pourvoient à des activités. Simplement, c'est vrai que jusqu'à présent, ces activités suscitaient, généraient des données. Ces données n'étaient pas forcément exploitées. Elles n'étaient pas exploitées, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas forcément l'idée de la manière dont on pouvait les utiliser, et surtout, elles n'étaient pas forcément stockées de manière continue, avec une vocation justement de dessiner un historique et de comprendre comment est-ce que effectivement la machine se comporte en temps normal depuis très longtemps, et de voir effectivement les points d'amélioration. C'est pour ça qu'il est souhaitable. On a déjà, et dans l'industrie, j'allais dire, la présence de ces outils, de ces automates, donc c'est déjà une bonne chose, puisque justement on s'aperçoit que il y a déjà une première réflexion sur le fait d'insérer des outils automatiques dans un certain nombre de process de production. La seule chose maintenant, c'est que quand ces outils ont été créés, c'est pas par aveuglement, c'est pas par comment dire, méconnaissance de l'environnement et de la réalité, mais souvent ils n'ont pas été protégés. Pourquoi? Parce que l'attaque semblait trop théorique. Le fait que ces données puissent avoir un intérêt pour quelqu'un était quelque chose qui était trop éloigné. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve avec ces équipements industriels qui sont automatisés dans des entreprises, et de manière assez diffuse, à tel point d'ailleurs que vous pouvez demander souvent à un directeur de site de recenser, de lui demander de but en blanc de combien d'éléments connectés il dispose. Je pense qu'il y en a, enfin, d'expérience, il y en a assez peu qui est capable de répondre de manière précise et documentée, c'est-à-dire effectivement d'avoir une nomenclature des équipements. Alors qu'en fait, il y en a forcément. Il y en a forcément qui vont des caméras, qui vont évidemment tous les petits automates qu'il y a dans sa chaîne de production. Et donc la question va être de se dire, voilà, la première phase de déploiement et d'usage de ces techniques est déjà présente. Simplement maintenant, il va falloir voir comment je vais pouvoir, j'allais dire, on va définir le périmètre. La sécurité périmétrique, c'est un vieux credo. Simplement là, il s'avère que par rapport à toutes ces portes d'entrée que constituent ces objets connectés, qui sont générateurs de données et qui sont également ce qui permet la réalisation de la production. Là, ça va falloir cet exercice préalable de cartographie pour savoir qui fait quoi, de manière à conserver une image des comportements les plus normaux, ou en tout cas ceux qui constituent l'activité paisible de l'entreprise, et également de manière après à se dire, mais au fait, qui y a accès? Avec quel droit? Est-ce qu'il a le droit de modifier le mode de fonctionnement? Est-ce qu'il a le droit de l'arrêter, enfin de le suspendre, de l'arrêter? Ça va être des décisions, et effectivement on va s'apercevoir qu'on va se dire, bah, tiens, est-ce que c'est normal que telle et telle fonction, telle ou telle personne dans l'entreprise y ait accès ou pas? Et notre fameuse mutation technologique de transformation, elle va intervenir là. À partir du moment où on commence à s'interroger sur, tiens, pourquoi est-ce que telle personne dans l'entreprise, au regard de sa fonction, n'a pas accès à ces données, c'est dommage, il pourrait les utiliser. Lui ou elle, est-ce que c'est vraiment utile qu'il y ait accès? Non. Ou peut-être sur un segment, une verticale, mais peut-être pas sur tout. Et on va s'apercevoir que la combinaison de la meilleure connaissance du système, plus cette préoccupation de sécurité,
vont contribuer à s'interroger sur comment ça fonctionne, comment on peut améliorer, qu'est-ce qui est superfétatoire. Et c'est vrai que c'est là où en fait vous apercevez que c'est une démarche qui est extrêmement moderne, extrêmement porteuse d'évolution positive et profitable. Alors on va revenir longuement sur la sécurisation, la gestion, l'exploitation, les bonnes pratiques pour utiliser ces données. Bon, c'est une formule journalistique, mais vous la partagez. Les données, c'est la matière première, le carburant, la richesse de demain, le cœur du réacteur ou d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, parce que en fait, et que vous soyez dans une activité B2B, à destination entreprise, B2C, alors évidemment ici dans l'industrie, on est en général plutôt dans le B2B. Oui, pourquoi? Parce que ce sont les symptômes, ce sont les éléments qui un peu comme entre la courbe de poids, de température et autres indices de masse corporelle, c'est-à-dire c'est ce qui va vous permettre de savoir comment fonctionne votre organisme, comment est-ce qu'il est justement au maximum de sa charge, est-ce qu'il est en train de décliner, est-ce qu'il est en train de s'échauffer, au contraire. Et donc ces données-là, et c'est vrai que souvent, quelquefois, on a commencé à avoir des données, ce n'était pas tellement la difficulté, mais on ne savait pas quoi en faire. Et c'est vrai que c'est là où il faut à un moment se poser la question de se dire qu'est-ce qu'on peut tirer, exploiter de cette matière première, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la concurrence, elle se fait sur des process qui sont comparables. D'ailleurs, on voit dans des attaques informatiques qui quelquefois vont viser des secteurs industriels entiers. Pourquoi? Parce que le pirate se dit ce type de machine, ce type de logiciel, il est présent chez tel grand équipementier automobile, mais ça veut dire qu'il est aussi présent chez tel autre équipementier automobile. Et donc une fois que je sais le pirater, à peu près je peux pirater toute la filière des équipementiers automobiles. Et donc c'est vrai également dans le domaine de la santé où on voit des équipements logiciels qui sont très présents dans des hôpitaux, des CHU, etc. À partir du moment où le pirate a fait sa propre R&D en quelque sorte pour essayer de l'attaquer, après, il le rentabilise, comme toute entreprise à vocation commerciale. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer, une fois qu'il sait pirater ce système-là, de le déployer et de le dupliquer à d'autres entreprises du même secteur qui sont également équipées assez logiquement de ce type d'équipement. Donc c'est vrai que la question de la donnée, c'est d'être conscient que souvent, dans les éléments de comparaison, dans les éléments qui permettent de faire la différence, celui ou celle qui connaîtra qui aura une connaissance la plus fine possible justement de ces données, c'est-à-dire de la courbe de température, si je devais vraiment résumer le propos, mais de l'état de production, des circonstances dans lesquelles son produit est conçu, et élaboré, et distribué, ça lui permettra certainement de gagner ces éléments de croissance qui feront la différence dans des économies globalisées où souvent, effectivement, on voit que des acteurs peuvent agir de l'autre côté de la planète et intervenir sur un marché domestique. Et donc, plus on aura cette autoconnaissance, cette connaissance de ses propres process de manière assez fine, plus justement on aura les éléments, les métriques pour faire en sorte d'effectuer ces réglages. Par contre, vous vous doutez bien que ces données, elles ont une valeur pour peur qu'on vous les vole, mais c'est surtout que vous devez avoir confiance dans ces données. C'est-à-dire que quand vous les exploitez, vous ne devez pas avoir de doute sur l'intégrité. Personne ne les a modifiées. Alors, par malice, mais également par erreur ou par mauvaise pratique. Et donc, dès lors que vous allez de plus en plus fonder votre activité sur ces données, il va falloir d'autant plus les protéger qu'elles constituent votre élément différenciateur, mais c'est surtout que c'est elles qui vont faire en sorte que vos machines seront réglées de telle manière, que vos décisions vont être prises au regard de ces informations. Et donc, effectivement, c'est une matière première de très, très grande valeur. Alors, chez Orange, on va donner la parole ensuite à nos autres invités. Chez Orange, vous aidez à travers cette filiale Orange Cyberdéfense les industriels, les entreprises à gérer et sécuriser les données. Mais vous-même, vous êtes un fabuleux producteur de données. Le groupe Orange, c'est 18 millions d'abonnés. Ça doit donner une somme considérable de données. Oui, alors ce sont des données. En fait, ce sont des données qui, en plus, la continuité de l'activité, au-delà de la prospérité immédiate de l'entreprise, qui évidemment se porte mieux quand elle permet de délivrer son service, mais c'est surtout que, de par la nature même de son activité, elle irrigue
l'activité d'autres. Pour faire simple, à partir du moment où vous avez des entreprises de e-commerce, des entreprises industrielles qui ne pourraient plus compter sur la continuité du service télécom, sur la continuité de leur connexion Internet, sur la disponibilité des informations stockées dans le cloud fourni par Orange, évidemment, il y a également une responsabilité, mais vous voyez bien que ça pourrait se faire en cascade. Donc c'est vraiment une préoccupation continue, majeure, d'investir dans la sécurité parce que c'est le gage justement de cette continuité d'activité. Et surtout que quand je dis continuité, c'est pas que ça, parce que en plus on voit bien que les usages, on est actuellement 3G, 4G, on a l'horizon de la 5G, on voit bien en plus que on a un appétit croissant pour la consommation numérique et que quand une fois qu'on a pris l'habitude de consommer des volumes de données de manière fluide, eh ben, on a du mal à se refaire à des versions dégradées. Donc non seulement il faut une continuité d'activité, mais en plus il faut faire l'objet de... C'est également en croissance. Donc le but c'est quoi? C'est de faire en sorte de bénéficier de ce statut d'opérateur pour, à l'échelle internationale, analyser des comportements, avoir des contacts avec des homologues de manière à échanger de l'information. On appelle ça sous la forme d'un CERT. Un CERT, c'est un centre de réponse à incidents où on a justement des échanges avec des partenaires qui peuvent être des industriels, qui peuvent être d'autres opérateurs télécoms, qui peuvent être des instances gouvernementales, de manière à avoir l'information le plus en amont possible. Les données, c'est aussi ça, et c'est là où effectivement, en tant qu'opérateur de réseau, d'avoir une capacité d'analyser, de surveiller, enfin en tout cas de regarder des flux à un moment où justement, avant qu'ils ne viennent infecter les entreprises, les organisations. Et donc d'avoir cette R&D qui est très mobilisatrice de moyens, d'investissement, justement en termes de brevets, en termes de ressources consacrées à cette innovation, de manière à anticiper des mouvements, de manière à effectivement après informer les entreprises dont on assure la sécurité par rapport à des comportements malveillants tels qu'on a pu les constater sur le réseau à l'échelle internationale. Alors messieurs, en 2 mots, vous êtes d'accord, les données, c'est le pétrole d'aujourd'hui, c'est la richesse de l'entreprise. Alors effectivement, les données, c'est vraiment la richesse d'aujourd'hui et de demain, à partir du moment où on arrive à les sécuriser et à garantir aux utilisateurs que ces données ne sont pas corrompues, dévoyées, ou qu'elles se retrouvent sur Internet à la disposition de tout le monde. Alors, Nicolas le disait, il y a un certain nombre de risques et d'enjeux par rapport à ces données, par rapport aux accès, aux attaques qui peuvent venir d'Internet, des attaques qui peuvent aussi venir de l'interne de l'entreprise. Et la sécurisation de ces données, ça relève d'un ensemble de procédés sur lesquels il faut être relativement strict, aussi bien sur ces attaques potentielles de l'extérieur que de l'intérieur, les accès privilégiés des administrateurs, l'ensemble des moyens par lesquels un certain nombre de personnes vont pouvoir accéder à ces données. Et il va falloir contrôler cet accès et s'assurer qu'il est légitime et que ce sont les bonnes personnes qui accèdent. Alors, Monsieur Payette, donc je rappelle, vous dirigez le cabinet, la société GECO. Pour vous, les données, c'est aussi l'affaire des PME qui ne sont pas forcément toujours très préparées pour les recueillir, les exploiter, les sécuriser. Et c'est un peu votre métier que de les accompagner, ces PME. En sécurité, je crois que la faille, c'est comme en électronique, sur le composant le plus faible. Combien de grands groupes, combien d'industriels fonctionnent tout seuls? Est-ce que vous avez des chaînes de sous-traitance? Est-ce que vous avez des chaînes avec des flux, des flux matériels où il y a des flux logiciels? On parle là de flux de données, donc on est dans l'immatériel. Je pense qu'on est tous dépendants les uns les autres et forcément, on a des PME ou des TPE avec qui on va interagir et qui peuvent être utilisés. Il y a de nombreux cas dans la nature qui peuvent être utilisés comme chevaux de Troie pour rentrer chez de plus grands groupes qui peuvent avoir des moyens de défense, mais qui peuvent être contournés par ce moyen-là. Alors, on parlait d'or noir. J'ai envie de faire 2 parallèles. Le premier, je vous mettrai en ligne un certain nombre d'informations. Le 14 juin 2017, il y a sur theconversation.com un article intéressant que je vous invite à regarder qui parle aussi de marée noire, de marée noire de données. Donc effectivement, il faut apprendre à contenir les données, ces données qui sont si importantes et qui parfois ont simplement des problèmes de date de péremption, parce que la donnée, ça peut être vrai à un moment X, à un moment T, et puis la donnée, elle peut avoir complètement perdu sa valeur après. Ça, c'est une première, une première information que j'aimerais partager avec vous. La deuxième, c'est pour vous, vous possédez une donnée, elle peut avoir une certaine valeur. Pour d'autres, elle peut avoir une bien plus grande valeur.
Donc vous pouvez vous attacher une valeur à une information qui peut être exploitée par d'autres. Bon, typiquement, on parle en permanence de GAFA, etc., puisqu'on parle aussi de Big Data. Pour vous, avoir vos mails, ok, c'est intéressant. Pour eux, ils vont exploiter vos données pour en faire du business. Super. Ce n'est pas la même valeur, en l'occurrence, ça devient pécuniaire pour les uns ou pour les autres. Voilà, donc les données, c'est important. Effectivement, il faut aussi sécuriser la chaîne de production et commencer par les PME. Je pense que ce sont des points d'entrée par rapport à ensuite toute la production de données qu'on peut avoir. Et on parle de data lake, on parle de quantité immense de données et qu'on peut exploiter pour augmenter la valeur des entreprises. Et c'est impératif de sécuriser la façon dont on va traiter ces données-là. Donc, qui y a accès? Quand? Pourquoi? On parle de données personnelles dans le GDPR aussi. Il y a la finalité de traitement, il y a tout un tas d'informations comme ça qu'il faut traiter, on va dire, pas plus, pas moins, en fonction de ce dont vous avez besoin dans vos industries et de la valeur dont vous aurez besoin de délivrer auprès de vos propres clients. Mais donc pour tout ça, raison garder et faire attention aussi que même si vous avez mis en place tous les moyens de sécurité pour protéger votre or noir, il peut arriver qu'un de vos fournisseurs soit un cheval de Troie. Alors, un peu de sémantique, vous faites la distinction subtile entre sécurité et sûreté. Et vous préférez parler de sûreté des données plutôt que de sécurité des données. Quelle distinction vous faites entre ces deux notions? Alors, je vais faire le parallèle rapidement. Hier, pour ceux qui ont eu l'occasion, hier matin, d'assister à la conférence sur la cybersécurité dans l'IoT, je faisais l'introduction en reprenant une étude du CLUSIF, qui est le club des gens qui font de la sécurité en France, qui est un producteur d'informations essentielles pour les gens qui travaillent dans le domaine de la sécurité, et je pense pour chacun d'entre vous, si vous pouvez vous y intéresser. Il y avait quelques exemples et un retour d'expérience sur la partie SCADA qui a été fait au mois de novembre, un très beau guide, très intéressant, et qui parle très clairement de mort, qui parle d'explosion de gazoducs, de pipeline, tout un tas de choses qui peuvent arriver qui sont arrivées pour de vrai, et avec des impacts qui sont des impacts humains, qui sont des impacts financiers importants. Donc derrière, on parle aussi de déstabilisation, il y a de nombreux impacts. Donc la sécurité des informations, ça n'est jamais loin de la sûreté. Ça peut être votre sûreté à vous, personnelle. Tout à l'heure, on faisait avec Captronic, qui est dans la salle, on faisait une démonstration d'attaque de drones. On parlait d'un certain nombre de choses, de comment on peut rentrer chez vous avec des serrures connectées, de caméras IP je vous invite là aussi à revenir peut-être sur la séquence. On mettra les slides en ligne, mais il y a de nombreux dangers autour de nous. Et effectivement, par rapport à tous ces dangers, il me semble impératif de raison garder. Mettez pas tout dans votre électronique. Je crois qu'on va parler de coffre-fort aussi. Faites attention où vous mettez vos données. Soyez pas dépendants des fournisseurs, qu'il s'agisse de PME, mais j'espère que vous continuerez à travailler avec des PME quand même, ou de GAFA ou autres. J'ai envie de dire, soyez paysans par rapport à tout ça. Donc pas tous ces œufs dans le même panier, c'est ça que vous voulez dire. Par exemple. Alors, les entreprises qui ne seront pas capables de protéger leur système d'information sortiront très vite du jeu. Ça, c'est aussi une de vos idées. Vous êtes convaincu de cela. Je ne sais pas si... Alors, très clairement, Darwin est à l'œuvre, dans le numérique aussi. Il n'y a pas que des gens qui vont sortir du jeu. Alors, il y a un article du Monde qui est très intéressant, le 23 mai 2017, qui parle des mercenaires de la surveillance et qui vous parle de logiciels espions pour quelques dizaines ou quelques centaines de dollars. Sur le web, vous pouvez, on va dire, faire du mal à des concurrents. Ça ne coûte pas très cher, en fait. Puis bon, on n'est pas obligé de payer en bitcoin non plus. J'ai relevé aussi pour vous dans l'actualité sur les Échos, qui nous parle, c'était le 15 mars, de TalkTalk, qui est un gros opérateur anglais. Je vais vous donner quelques chiffres qui font peur. C'est 160 000 données clients qui ont été volées, 16 000 coordonnées bancaires. Le coût direct, ça a été 60 millions de livres. 60 millions de livres. Le chiffre d'affaires a baissé de 80 millions. Et ils ont pris, alors pour l'instant, une amende de 400 kilo-euros qui, avec le GDPR, aurait été sans doute chiffrée en plusieurs centaines de millions. Donc ça, c'est la vraie vie. Et moi, j'ai de nombreux cas de sociétés
plutôt de PME, qui se sont fait voler leur base de données clients, qui sont mortes, hein, très clairement, qui ont posé la clé sous la porte parce qu'on leur a piqué un brevet, parce qu'elles se croyaient isolées au milieu de la campagne et non vulnérables. Dites-vous que vous êtes vulnérable, même si vous êtes au milieu de la pampa et que vous croyez inaccessible, notamment parce que les réseaux Orange permettent d'accéder, même au fin fond. Aujourd'hui, avec Orange Pay, il y a des choses magiques qui se font en plein milieu de l'Afrique avec des téléphones qui ne sont pas des smartphones. Hein. Alors, Monsieur Vonner, effectivement, il existe un marché noir des données. Vous me disiez en préparant ce débat que c'était 20 $ les données médicales, 5 $ les coordonnées d'une carte bancaire, et que ce marché noir des données représentait 2 fois plus que le marché illicite toujours de la drogue. On en est là. Alors aujourd'hui, oui, clairement, on en est là. On est dans un marché où acheter des données personnelles sur un marché noir, c'est quelque chose de très rentable pour énormément d'acteurs. Et si ces données sont achetables sur un marché noir, c'est parce qu'elles ont été volées quelque part. Donc elles peuvent être volées, encore une fois, d'un nombre de manières assez diverses, par des attaques externes, par des attaques internes. Et il est absolument nécessaire de sécuriser non pas juste les accès à l'entreprise, mais aussi dans l'entreprise, savoir ce que font les utilisateurs, savoir s'il y a des comportements qui sont anormaux, savoir ce que font les administrateurs d'une entreprise et de mettre en œuvre un ensemble d'outils qui va vous permettre de garantir ces données, leur sécurité, le fait qu'elles n'aient pas été violées et qu'elles... voilà. Donc l'ensemble de... Alors, Monsieur Arpagian, entrons un petit peu dans la technique. Comment est-ce que l'on sécurise ces données? Vous me disiez qu'il y avait 2 choses qui, à vos yeux, étaient importantes. D'abord, ne pas s'encombrer avec des données inutiles. Il faut bien les choisir et ne pas leur donner à toutes le même niveau de protection. On ne met pas tout dans un coffre parce que collecter des données et les protéger, ça coûte de l'argent. Oui, alors et donc on hiérarchise. Alors c'est pas tellement une histoire d'argent. Je synthétiserai pas le propos comme ça. C'est qu'en fait, l'idée c'est que la sécurité, c'est forcément à un moment ou à un autre un peu de contrainte. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on l'évoquait, cette cartographie préalable de dire qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui en a moins, qu'est-ce qui éventuellement n'en a pas, d'avoir cette réflexion sur qui peut avoir accès à quelles données, dans quelles circonstances, pour quels usages, et donc d'avoir ce temps de la réflexion et après ensuite de la qualification de ces données. Ça prend un peu de temps et donc effectivement on pourrait par facilité dire ah bah c'est pas compliqué, je vais prendre toutes les données que je produis et je vais leur attribuer le plus haut niveau de sécurité, c'est-à-dire limiter le nombre de gens qui peuvent y avoir accès, faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle de l'authentification forte, très forte, c'est-à-dire il y a un mot de passe, un identifiant, éventuellement de la biométrie à chaque consultation, des mots de passe qui changeraient quotidiennement. Enfin, on pourrait empiler à peu près les verrous sur la porte. La seule chose, c'est que vous voyez bien qu'au bout d'un moment, déjà, vous ne pourriez pas tellement bénéficier de toute j'allais dire, du caractère fructueux de la donnée, puisque en fait, elle serait cadenassée et stockée à certains endroits. Et puis, c'est surtout que les utilisateurs, vos collaborateurs, ceux qui ont en charge déjà de les utiliser, de les exploiter, en fait, seraient il y aurait un caractère dissuasif. Pourquoi? Parce que, un peu comme si une porte comporte trop de serrures, avec des clés différentes, et au bout d'un moment, ça devient très fastidieux parce que les clés, ça déforme les poches. Et donc, en général, les utilisateurs d'une salle protégée de la sorte conviennent assez facilement de prendre une chaise et de laisser la porte ouverte en la bloquant de manière à ce qu'on puisse naviguer facilement. Et donc, il y a beau y avoir une invention au début de dire, une intention au début de dire, oui, je vais sécuriser, mais si sur le terrain, ceux qui gèrent au quotidien l'infrastructure décident de contourner ou en tout cas de faire en sorte de s'alléger de ce type de contraintes, vous voyez bien qu'on a le coût de la structure, on a les procédures qui auront été élaborées, qui auront donc mobilisé de l'énergie et des moyens, mais c'est surtout qu'au final, elles ne seront pas sécurisées. Et donc la réflexion, c'est de se dire après tout, est-ce que je ne dois pas hiérarchiser, proportionner mon niveau de sécurité en fonction de ce que je souhaite protéger. Et c'est là où on est dans une démarche qui est également contributive à la transformation numérique, qui est d'avoir cette vraie réflexion sur quelles sont les données que je génère, quelles sont celles qui ont de la valeur, plus ou moins de valeur, et quelles sont celles que je peux partager et avec qui. Et en fait, à partir du moment où vous êtes en train de conduire cette réflexion,
et d'y répondre, en fait, vous êtes en train de faire votre transformation numérique. Parce que vous êtes en train de vous dire, ça, il faut que je le fasse moi-même. Ça, il ne faut pas que ça sorte de la maison. Ça, par contre, je peux le partager avec tel sous-traitant, tel coproducteur ou tel associé. Ça, je peux le confier en fait à un sous-traitant complet parce que j'ai pas de ressources, c'est pas ma vraie connaissance, c'est pas mon métier, c'est pas mon savoir-faire et j'ai pas de vraie valeur ajoutée. Je peux le confier à un tiers. Et donc, cette vraie interrogation sur qu'est-ce que sont mes données, quelles sont celles qui ont de la valeur et quelles sont celles qui constituent le cœur de mon métier d'aujourd'hui et mon métier de demain, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont totalement transfigurées par l'arrivée du numérique. Un groupe hôtelier qui se retrouve concurrencé par un vendeur d'applications. Une compagnie de transport avec des infrastructures qui se trouve concurrencée par un autre prestataire qui vend des applications. Et c'est là où vous vous apercevez que de bien suivre vos bus, de bien suivre vos trains à la minute, de donner cette information aux uns, aux autres, d'éventuellement de susciter des trains ou des bus de remplacement ou de complément avec cette connaissance-là. Pourquoi ? Parce que vous avez identifié vos données, collecté, analysé, vous en avez tiré les conséquences. Et à un moment où justement on a, après la voiture, le véhicule autonome, on va évidemment compléter cette sécurité pour l'ultime maillon de la chaîne qui va être le pilotage et la navigation de la machine. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas tout sécuriser au plus haut niveau de protection. C'est illusoire au quotidien, c'est dissuasif d'un point de vue budgétaire, et surtout, ça ne s'arrêterait jamais parce que, M. Payet l'évoquait à juste titre, une entreprise, la plus grande est-elle, elle travaille avec des partenaires, elle travaille avec des sous-traitants, elle travaille avec des fournisseurs, elle travaille avec des gens qui à un moment ont une connaissance pointue sur un sujet, ou alors sur des territoires sur lesquels elle n'intervient pas directement. Donc elle n'est pas seule en ayant une vision presque jacobine, en disant tout est décidé, tout est harmonieux chez moi. Non, pourquoi ? Parce que, en plus, vous ne savez pas si l'ensemble des dispositifs est vraiment maintenu, vraiment mis à jour, parce que même s'il y a une consigne, même s'il n'y a pas forcément une intention de nuire de la part des collaborateurs, mais il peut y avoir une routine, il peut y avoir une méconnaissance qui fait que certains éléments n'auront pas été pris en compte. Donc, en fait, cette vraie réflexion sur la transformation numérique et sur ce que je dois sécuriser, et c'est là où, par contre, restreindre peut-être à des données qui seront le cœur de l'activité, qui seront vraiment l'élément stratégique, là, faire en sorte de leur attribuer des règles de sécurité qui seront contraignantes, certes, mais qui seront une des conditions de la continuité et de la durabilité et surtout de la singularité de l'entreprise. Par contre, ça suppose d'avoir fait ce travail de réflexion et c'est là où on voit que la mutation évolue. Les entreprises vont dire, bon, bah, en fait, moi, ce travail-là, même si c'est mon métier historique, c'est peut-être pas mon métier de demain, je peux y renoncer ou au contraire, il n'a plus tant de valeur ajoutée que de cela et donc je peux l'automatiser. Par contre, c'est vrai que gardez à l'esprit que, vous savez, la blague voulait que pour arrêter une voiture autonome, il suffisait d'un bâton de craie. Pourquoi ? Parce que si vous entourez au sol, vous dessinez une ligne continue et avec une ligne, enfin des tirets, en fait, vous immobilisez la voiture autonome. Pourquoi ? Parce qu'elle, à chaque fois que ses capteurs vont regarder, ou qu'elle regarde, elle verra une ligne continue, et elle a été programmée, comme c'est une voiture qui respecte le code de la route, pour ne jamais franchir de ligne continue. Et donc vous vous apercevez, vous vous dites, mais c'est complètement idiot, parce que c'est-à-dire qu'avec une craie, je peux totalement tétaniser un service, enfin un système extrêmement intelligent. Bah oui, parce qu'effectivement, il y a de l'intelligence humaine en face. Donc, il ne faut pas avoir d'utopie sur le fait de dire on va pouvoir tout sécuriser de manière permanente et les capteurs, la machinerie informatique, il suffira. Par contre, dès lors qu'on a on évoquait la pluralité des modes d'attaque, la diversité des intérêts, quelquefois les uns veulent de l'argent, d'autres veulent juste vous mettre hors d'état de fonctionner, les troisièmes veulent votre savoir-faire, il y a toute la gamme des sentiments humains et des motivations. C'est vrai que par une proportion et une juste, ou en tout cas une sécurité adaptée, ça fait un des éléments de durabilité de cette transformation numérique. Alors, oui. Caractériser la sensibilité des données, comme le dit Nicolas, c'est évidemment une obligation. Ceci dit, mettre en place des solutions de sécurité pour améliorer la sécurité des entreprises, ça n'est pas toujours une contrainte. On a un certain nombre d'exemples, un certain nombre de solutions, comme le ISSO par exemple, qui permet de gérer automatiquement les mots de passe des utilisateurs, qui va permettre d'augmenter le niveau de sécurité, d'avoir des utilisateurs qui ne connaissent plus leurs mots de passe, des mots de passe qui sont renouvelés automatiquement, qui sont gérés automatiquement. On va augmenter la sécurité, mais on va aussi simplifier la vie de l'utilisateur, puisqu'il n'a plus à gérer ses mots de passe. On va avoir un certain nombre de solutions aussi de gestion d'identité qui vont permettre
de définir un modèle de droit dans l'entreprise, de définir qui doit avoir accès à quelles applications en fonction de règles qui sont liées à leur métier, à leur grade, à leur place dans l'organisation. Et ça va permettre d'automatiser toutes ces créations de droits dans les différents référentiels, donc de simplifier la vie des administrateurs, des opérateurs, tout en augmentant la sécurité. Donc la sécurité, c'est pas toujours une contrainte en plus. Non, mais simplement, bien sûr, c'est certainement une opportunité. La seule chose, c'est que ça oblige quand même. Justement, elle doit être faite de manière justement intelligente. C'est-à-dire que après, il va falloir quand même authentifier l'identité des individus. Alors, on a envisagé la biométrie, on a envisagé après à partir d'éléments mobiles. Ce qui est certain, c'est que l'un ne se construira pas contre l'autre. C'est-à-dire que trop de règles de sécurité, je vous dis, elles seront dissuasives et les gens les mettront de côté, même s'ils déclarent les appliquer. Alors le temps file et on me fait signe qu'il est temps de donner la parole à la salle. Donc quiconque demandera la parole l'obtiendra bien sûr. Le micro de Marie peut circuler. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos amis et invités. Merci. Vous avez bien abordé le problème de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on peut être protégé, mais évidemment, on travaille avec des sous-traitants. L'autre élément aussi, c'est donc les objets de mobilité, que ce soit un portable ou un smartphone. Parfois, on est un petit peu en retard dans les projets, on a envie de travailler à la maison. On l'emmène à la maison. Je ne suis pas forcément dans la grande entreprise, mais je fais partie de l'écosystème. Entre-temps, la clé USB, voilà, mon gamin a téléchargé un jeu, il n'avait pas de clé sous la main. Bon, je reviens, je me connecte et je ramène un outil malveillant sans même en rendre compte. Est-ce que c'est ma faute ou c'est la faute de l'entreprise qui n'a pas pris les règles qu'il faut pour que ça n'arrive pas? Donc le problème de responsabilité, je m'adresse aux juristes. Voilà. C'est du vécu, j'imagine. C'est la vie courante. En fait, effectivement, alors le juriste préfère pas trop l'histoire a posteriori, et donc le bon juriste est celui qui aura anticipé. La précaution pour éviter les circonstances telles que vous les évoquez, et qui sont effectivement communes, banales et d'une simplicité du quotidien, en fait, souvent, ce qu'on va faire, c'est de ne pas compter justement sur la capacité d'interprétation du salarié qui à un moment va dire « Tiens, je vais faire ça et je vais prendre moi-même l'initiative ». Je pense que la solution, c'est de faire en sorte de le prévenir en amont, alors au moment de la signature du contrat de travail, avec le règlement intérieur, avec éventuellement une charte ou un document supplémentaire, de lui dire « Tu n'as pas le droit » ou « Tu as le droit de faire ceci ou cela ». Il y a des entreprises où, par exemple, les ports USB des ordinateurs sont saturés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être utilisés et on n'utilisera pas de port USB. Parce qu'on considère effectivement que c'est tout à fait envisageable, un vecteur de contamination. Par contre, c'est vrai que l'entreprise devra admettre dans sa politique que si un de ses collaborateurs doit travailler en dehors de l'espace de travail, il va falloir se poser la question de son équipement. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il a un ordinateur portable qui va permettre le temps de... Est-ce qu'on peut réclamer à quelqu'un de faire un travail avec justement la mise en cause possible de sa responsabilité, dès lors qu'il le ferait en bricolant, excusez-moi l'expression, mais avec sa bonne volonté de salarié qui va le faire à partir de ses propres équipements. Et c'est vrai que longtemps, l'entreprise n'ayant pas forcément identifié cette notion de périmètre qu'on évoquait là, le problème, c'est que quand vous travaillez de chez vous, en fait, vous avez un pied dedans, un pied dehors, parce que le pied dedans, c'est votre contrat de travail, le pied dehors, c'est votre informatique familiale, qui est très honorable, c'est pas ça, mais dont personne ne maîtrise, et ce n'est que votre usage domestique qui va faire que son niveau de sécurité. Donc c'est vrai que pour éviter ce type de circonstances qu'on ne pourra pas... Alors, soit je vous dis, il y a le moyen physique d'interdire les supports mobiles, mais... qui sont pas forcément, qui peuvent être contournés par d'autres moyens, des fichiers de transfert, des transferts de fichiers volumineux, etc. Pour pas citer des services auxquels globalement qui existent également. Et donc c'est vrai que ça passe par la pédagogie préalable et la responsabilisation, de dire tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu le fais, je te donne des outils pour le faire. Et si je ne te donne pas d'outils, moi entreprise, je ne peux pas te reprocher après d'avoir commis ces actes-là. Et c'est pour ça que la réflexion préalable, justement, et la prise en compte de votre vie au quotidien relève aussi de la responsabilité de l'entreprise, de ne pas vivre dans un monde totalement éthéré, théorique, mais de se dire, mais au fait, quand je lui demande de travailler et de compléter un dossier un week-end, soit il faut que je gère une politique de gestion des accès pour l'autoriser à revenir sur le site le week-end, soit sinon il faut qu'il ait un outil ou un vecteur, un canal pour travailler, de manière à ce que ça évite
Ce type de comportement, ça pourrait être par exemple ce qu'on appelle un VPN, un réseau privé virtuel. Vous allez travailler de votre ordinateur, mais simplement dans l'univers sécurisé de l'entreprise. Enfin, des solutions existent, simplement plus elles seront réfléchies et plus elles seront anticipées, plus on pourra réduire justement les endroits et les zones d'incertitude et donc de problèmes. Oui, le droit ne peut pas frapper sans prévenir. Le droit, non. Alors, sauf s'il y avait un comportement. Alors, la jurisprudence, elle est documentée. C'est-à-dire qu'il serait avec son ordinateur de bureau à fréquenter des sites manifestement pas liés à son activité. Alors, il y a toute la jurisprudence est très documentée là-dessus sur les différents sites qui peuvent correspondre à cette définition. Et assez sévère pour les salariés. En fait, ça dépend. Sauf s'il n'y a pas eu cette information. Et c'est pour ça que ce qu'on encourage à faire, c'est de miser sur l'intelligence. Plus vous aurez prévenu les gens, parce qu'en plus ça lui rend service, ils ne pouvaient peut-être pas imaginer qu'en allant sur un site de téléchargement gratuit, un logiciel malveillant pouvait s'effectuer en tâche de fond et s'activer à partir du moment où il était en contact d'un certain nombre de logiciels. Si on ne vous l'a pas expliqué, au regard de votre formation, de vos centres d'intérêt, il n'est pas anormal que vous l'ignoriez. La seule chose, et c'est pour ça que l'entreprise a intérêt à faire monter en compétence ses collaborateurs, qu'ils soient techniciens ou pas, mais pour considérer que, d'ailleurs, si elle ne le fait pas pour eux, il faut que l'entreprise le fasse pour elle, en quelque sorte. Parce que justement, si elle informe, si elle instruit ses collaborateurs et ceux qui sont dans son écosystème sur cette menace, elle contribue également à sécuriser son environnement. Parce qu'elle va faire la prochaine fois et dire « Ah ben non, ça je ne le fais pas. Ah ben non, ça effectivement, non, j'attendrai. J'attendrai lundi matin pour le faire. » Et donc, en fait, elle se sécurise aussi. Elle participe à sa montée en compétences, mais également elle se sécurise. Donc, il n'y a aucune raison que l'entreprise ne se charge pas de cette tâche pédagogique. Autre question peut-être dans la salle ? Oui, madame. Si vous aviez la gentillesse de vous présenter succinctement, ce que n'a pas fait monsieur, mais c'est pas grave. Oui. Coralie Lanceroto, une société de conseil. Je me posais une question par rapport à ce que vous disiez, le réflexe paysan par rapport à la conservation des données. Est-ce qu'on pourra toujours avoir un réflexe paysan dans les années à venir, dans la mesure où on va aller vers de plus en plus d'utilisation du cloud et plus de disques durs externes ou de clés USB qui permettent quand même de sauvegarder des données, de les mettre dans des endroits très différents. Qu'est-ce qu'on fera à cette époque-là ? Je ne sais pas qui veut répondre. La réplication de l'information, c'est à coup nul quasiment. Donc il faut comprendre quand même qu'on a vécu une révolution qui est la même que Gutenberg, mais c'est encore plus gros. C'est beaucoup plus gros. Donc aujourd'hui, tant que voilà, je vous parlais un petit peu de chiffrement homomorphique, c'est-à-dire que tant que vous ne pourrez pas posséder des données que vous seul saurez lire et que vous mettrez dans des clouds, ben vous devez faire confiance ou pas à des opérateurs. Ça se traite notamment avec du juridique. Il faut être paysan, mais je vais vous inviter simplement à faire en sorte que quand vous mettez des données quelque part, alors je ne vous dis pas lisez les 50 pages, tout ça c'est illusoire, il faut arrêter. Effectivement, il y a de la législation qui se met en place et c'est très bien. Il faut considérer que vos données, il n'y a pas que vos données, les données que vous produisez qui ne sont pas nécessairement que les vôtres, ou que vous traitez et qui viennent peut-être de tiers, d'abord elles ont une date de péremption, c'est comme les yaourts. Donc très sérieusement, hein, il y a des gens dont le métier c'est archiviste par exemple, et qui vous expliquent que certaines données c'est 5 ans, c'est 10 ans, etc. Après il faut les détruire. Donc il vous faut penser au cycle de vie des données aussi. Et si c'est possible, sans doute c'est nécessaire avec ce que je vous dis, mais si c'est possible, imposer aux tiers qui vont être aussi dépositaires des données de différents ordres qu'ils vont devoir conserver, leur imposer les cycles de production et de destruction des données auxquels vous-même vous allez être exposé. Ça, je pense que c'est extrêmement difficile à gérer. Et puis après, la vraie vie, moi je suis informaticien aussi. Alors GDPR, tout ça, je veux bien, mais je ne sais pas comment on va mettre tout ça en œuvre, hein, sincèrement. Je vous redis, c'est à coup nul. Alors, GDPR, c'est la nouvelle norme européenne. Je voulais qu'on en dise un mot. C'est une richesse énorme. Qui entrera en application dans un an. 18 mai, dans moins d'un an, on aura obligation de mettre en place. Alors, obligation, sans que ce soit transposé, ce ne sera pas 2 ans ou 3 ans plus tard, hein, une obligation à mettre en place un certain nombre de règles qui nous arrivent de l'Europe. Et je pense qu'ils sont bonnes pour au moins 2 raisons pour les individus, et puis aussi stratégiquement pour peut-être se réapproprier une part de l'économie qu'aujourd'hui on donne, hein, nous les Européens, à d'autres pays ou d'autres plaques continentales.
En tant qu'informaticien, je vous redis, moi je suis un peu sec sur le sujet. Je ne sais pas comment on va mettre tout ça en œuvre, à part avec du juridique. Donc je vous avoue que j'ai deux remparts, j'ai le juridique et le chiffrement. Là, je vous passe la main à tous les deux, David et Nicolas. Peut-être vous aurez des précisions. Avant, oui, ou Enfin, Nicolas en deux mots. Oui. la notion, effectivement, là où vous avez raison, c'est souvent, on a une formule, vous savez, pour désigner le cloud, on dit, en fait, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va produire des données, on arrive à des volumes. Alors, ces volumes, c'est vrai qu'on va pouvoir les stocker. Moi, je vais faire une analogie avec vos photos. Dans l'ancien temps, enfin, en tout cas, je parle pour moi, dans l'ancien temps, vous, effectivement, vos photos, elles étaient, vous alliez les imprimer et vous aviez des albums de photos que vous pouviez regarder ou pas avec nostalgie et que vous pouviez transmettre. Là, la question, effectivement, se pose la question de la durabilité. De toute façon, vous l'avez vécu, cette durabilité, le jour où vous êtes passé de vos vinyles à vos CD, et que maintenant que vous venez de déménager dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, où, en fait, vous vous apercevez que même le lecteur de CD, vous ne savez pas bien quoi en faire parce que vous avez juste une enceinte qui fonctionne en Bluetooth ou en Wi-Fi et que c'est votre téléphone qui sert de discothèque. Donc vous avez déjà bazardé ou en tout cas admis que vous renonciez à une partie de votre stock au moment où vous avez quitté vos vinyles pour vos CD qui devaient être l'aboutissement de la numérisation. Vous vous apercevez que déjà il y a des CD, vous vous êtes aperçu qu'ils étaient plus lisibles parce qu'ils étaient un peu altérés, ils étaient physiquement rayés alors qu'ils étaient chez vous et que vous pensiez en avoir un bon entretien. Et puis c'est surtout qu'au fur et à mesure que vous avez changé d'ordinateur portable, sans parler de la chaîne hi-fi du salon, vous avez changé d'ordinateur portable, vous n'avez plus de lecteur de CD. Enfin, au fur et à mesure, c'est quelque chose. Bon, à un moment, vous dites bon, alors vous pouvez garder, et c'est là où se pose la question de la continuité de la technologie. Vous pouvez conserver par devers vous un lecteur ou un endroit où vous allez le conserver. Simplement, vous voyez bien qu'il y a une espèce de pression qui se fait sur vous, qui est d'assurer la maintenance de ce lecteur de CD, mais vous avez votre discothèque en CD, et paf, arrive effectivement le téléphone. À l'échelle des données d'une entreprise, c'est exactement le même schéma. Ou à un moment, simplement, le volume de données croît de manière exponentielle, et donc il va falloir avoir une politique de gestion des outils, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'avoir des fichiers que vous ne pouvez pas lire, parce que ce n'est pas tout de stocker des données. Deuxièmement, ça ne sert à rien de stocker des choses dont vous ignorez parce qu'elles ne sont pas rangées ou elles ne sont pas taguées, identifiées, ce qui fait que vous avez une masse, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ça, c'est le meilleur moyen de ne jamais l'utiliser. Et c'est là où vous vous dites maintenant, alors ça, la technologie vous aide un peu, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une photo, si votre téléphone ou l'appareil est géolocalisé, toc, déjà, il va commencer à vous mettre une date, il va vous mettre un lieu. Ah, après, s'il y a de la reconnaissance de visage, tiens, vous allez avoir ça. Et en fait, cette qualification de données, le fait de mettre une date, un lieu et une reconnaissance de visage, il est en train de vous valoriser votre donnée. La seule chose, c'est qu'elle a d'autant plus de valeur parce que vous vous dites, ah ben maintenant, je peux retrouver les photos de la petite quand elle avait 2 ans, je peux retrouver les photos du voyage de noces, je peux retrouver parce que, et là, ça devient intelligent. Et c'est là où vous vous apercevez que vos données, elles ont vraiment une valeur. Simplement, il va revenir, et ça, c'est le petit exercice de prospective que je vous offre cet après-midi, en prenant le risque de cela, mais je pense qu'il va falloir, au fur et à mesure, que les gens, dans une phase de transition, s'approprient cette mutation. De la même manière que dans votre maison, vous vous êtes approprié cette phase de faire des arbitrages, qui sont quelquefois des renoncements, parce que quand vous avez renoncé à vos vinyles, a priori, vous n'avez pas dupliqué 100% de votre vinyle, discothèque en vinyle en CD. Et simplement, il faut accepter ces choix-là, ou pas, et à ce moment-là, vous allez le faire. Et c'est là que vous apercevoir que je pense que pour un temps encore assez long, ça va reposer sur les individus. Tant que, effectivement, l'étape ultime étant, alors est-ce que ça s'appellera encore cloud, je ne sais pas, mais effectivement, de considérer que vous avez un accès à une base, que cette base, une des conditions de sa durabilité, de son intérêt, c'est qu'elle sera multidupliquée, de manière à ce que, comme c'est le cas dans le cloud, un élément tombe, un autre tombe, simplement, et c'est là où vous venez de comprendre vous-même le problème, à partir du moment où cette information elle est multidupliquée, c'est pas comme quand celle que vous avez dans votre coffre à la maison et dont vous êtes le seul détenteur, dont vous êtes la seule détentrice. Et donc c'est effectivement une exposition supplémentaire, surtout quand effectivement quelqu'un consulterait ces données. Autant bon, s'il rentre chez vous et regarde ce qu'il y a dans l'album, vous pouvez à un moment le savoir. Là, évidemment. Donc c'est là où la relation de confiance avec les prestataires va être déterminante. La relation contractuelle va être également importante. Simplement, c'est vrai que dans un monde numérique, vous ne pourrez jamais, enfin,
ou sinon au prix d'un empilement de technologies, avoir la preuve ultime que vos données n'ont été consultées par personne d'autre, parce qu'effectivement, il y a toujours ce qu'on a appelé les backdoors, les portes dérobées, ou d'autres solutions qui font effectivement que c'est un vrai sujet. Mais vous venez de toucher du doigt la problématique de la mutation, qui va porter par contre, en tout cas dans ces choix stratégiques, sur les utilisateurs, à n'en pas douter. Et juste en conclusion, vous nous conseillez d'imprimer nos photos ? Non, parce que les maisons brûlent et puis elles prennent l'eau, etc. aussi. Donc c'est pas la solution. Par contre, ce qui est certain, c'est de veiller à la bonne mutation de ces outils. Et plus vous serez motivé par le faire, plus vos données seront qualifiées. Voilà. Je pense que quand ça deviendra une espèce de cauchemar en disant oh là là, je sais plus du tout, vous voyez, genre si c'est juste une boîte à chaussures, c'est petit, mais vous imaginez une très 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 grande boîte à chaussures avec toutes vos photos en vrac, etc. Il y a un côté un peu repoussoir. C'est-à-dire que vous la transportez de déménagement en déménagement et puis vous le léguez à vos enfants le plus tard possible, le jour de votre décès, qui en fait se disent mais qui sont tous ces gens qu'on ne connaît pas, et à la fin tout ce que vous avez gardé va être détruit. Donc c'est vrai que le seul moyen, c'est de le valoriser de manière à ce que vous lui aurez donné une valeur à cette donnée, et donc vous investirez pour faire en sorte de la rendre accessible et exploitable. Ceci dit, vos photos, vous n'avez peut-être pas intérêt à les imprimer, mais vous avez intérêt au moins à les dupliquer sur différents sites, parce que le problème des acteurs du cloud, c'est que vous ne savez pas combien de temps ils vont durer. Si demain, l'un de ces acteurs disparaît, vous pouvez perdre vos photos. Et après, par rapport à vos photos, vous avez aussi intérêt à les protéger. Ça dépend de quel type de la nature de vos photos. Je pense par exemple au cas de Jennifer Lawrence, qui avait aussi des photos dans le cloud, qui ont été accédées par des tiers, et ça peut donner des choses assez désagréables. Moi, je dirais qu'en solution de backup, c'est pas mal d'en faire quelques-unes sur papier, d'autant plus que les grand-mères, elles apprécient les cadres numériques en général. Bon, donc il faut raison garder, un peu de papier, c'est pas mal aussi. Il faut, alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous, mais moi, notamment les enfants, on fait une semaine sans écran. Donc c'est assez bien comme de pouvoir voir des photos papier aussi, ou de revenir à de l'humain. Et je crois beaucoup aussi que tous ces clouds et tout ce dont on parle là, c'est super, mais ça correspond c'est des outils magnifiques, hein, mais qui correspondent d'abord à un moyen supplémentaire d'échanger entre nous. Voilà. Eh bien, merci. Vous terminez sur une note très agréable pour le journaliste de presse écrite que je suis. Un peu de papier et d'humanité ne fait pas de mal. Merci beaucoup. J'aurais voulu vous poser encore d'autres questions, notamment évoquer le GDPR. Je vais le faire, Sandrine ne va pas être contente. En 2 mots, monsieur Arpagian, pardon, la GDPR, c'est la réglementation. Alors pour être très simple, c'est un règlement européen sur la protection des données personnelles. Comme c'est un règlement, ça rentre en vigueur tout de suite, c'est-à-dire à la date d'adoption, donc effectivement 18 mai 2018, et pour tous les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? C'est la sacralisation de la donnée personnelle, et c'est de considérer que pour l'instant, dans la réglementation, il y a quelques acteurs économiques, de par leur métier, qui étaient particulièrement responsables de la sécurité et du fait que si les données personnelles qu'ils détiennent étaient dans la nature, ils se trouvaient mis en cause. Il s'avère que jusqu'à présent, les sanctions, si vous faites l'objet ainsi de perte de données, c'est actuellement 150 000 € d'amende dans le cadre de la réglementation de la CNIL, pouvant être doublé dans certaines circonstances, donc à 300 000 €. Certes, c'est une somme, mais il s'avère que manifestement, un certain nombre de grands acteurs du numérique, 300 000 €, voilà, c'était pas totalement dissuasif. Et donc en fait, l'idée c'était bien de valoriser, de sacraliser la donnée personnelle. Alors une donnée personnelle, ça démarre assez vite parce que c'est tout élément qui permet de singulariser un individu. Donc son nom, évidemment, sa date de naissance, mais ça peut être après jusqu'à son état de santé, des éléments relatifs à sa vie privée. Enfin, on a une acception assez large de la notion de données personnelles. Ça veut dire aussi qu'une entreprise, elle ne gère pas forcément le profil d'individu client, mais par contre, elle a celui de ses salariés. Ses salariés dont elle connaît pour la mutuelle, et elle connaît pour l'arbre de Noël, elle connaît le fait s'ils ont des enfants, pas d'enfants, les dates de naissance de tout ce petit monde. Ça, ce sont des données personnelles. Donc même une entreprise qui fait du B2B, c'est-à-dire qui ne traite qu'une clientèle d'entreprise, elle aussi, elle est détentrice de données personnelles. Donc qu'est-ce que prévoit cette réglementation ? C'est qu'en cas de fuite de données, il y a une obligation de l'entreprise, de l'entité, de signaler à la CNIL, à la Commission nationale informatique et liberté, qu'elle a fait l'objet d'un piratage et que des données se trouvent dans la nature. Et le montant qui est un des éléments, alors évidemment c'est pas très pédagogique, c'est pas une dimension très pédagogue, mais qui a le mérite de quantifier la problématique, c'est que la sanction peut aller par fuite
jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial globalisé de l'entreprise, plafonné à 20 millions d'euros. Et donc, vous voyez bien, on était à 150 000 ou 300 000 euros, on passe éventuellement à 20 millions d'euros, multiplié par le nombre de fuites dans différents pays, même une très grande multinationale, c'est un élément qui est important. Alors, et dernière caractéristique qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, en fait, quand vous êtes, imaginons, client d'un loueur de voiture, il s'avère que ce loueur de voiture, il a vos données personnelles, le permis de conduire, etc. Il les a confiées après également à une société de marketing pour faire autre chose, qui est une PME par exemple. Il s'avère que si ce sont mes données qui se retrouvent dans la nature, moi en fait, même si c'est le prestataire, le sous-traitant qui s'est fait pirater, je peux attaquer la grande entreprise, puisque ça ne me regarde pas, moi, que dans dans son organisation interne, elle soit passée par un sous-traitant. Et donc, ça veut dire que dans la chaîne, ça veut dire que le grand groupe, si c'est lui qui est plutôt connu parce que justement, et c'est lui qui va attirer le client, s'il sous-traite une partie de son activité, ne pourra pas se défausser en disant mais c'est pas moi, c'est le sous-traitant. Alors, vous voyez bien le problème, c'est dès lors que le donneur d'ordre va être, l'opérateur de traitement va être responsable, c'est qu'il va imposer des critères d'exigence très élevés à la PME, parce que justement en disant d'accord, mais moi je ne veux pas, en cas d'une fuite, que sous prétexte que la PME était défaillante, mon sous-traitant était défaillant, je ne veux pas, moi, voir ma responsabilité mise en cause. Et donc ça veut dire, c'est un argument et une incitation supplémentaire pour les PME à se préoccuper de la sécurisation des données qui leur sont confiées, parce que de plus en plus les grands groupes vont poser ça comme critère de base pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Merci beaucoup. Merci. On aurait pu débattre encore longtemps. Pardon d'avoir dépassé de quelques minutes. Merci messieurs. Dans une demi-heure, dans la salle à côté, une nouvelle conférence sur la robotique et la cobotique. Merci à vous tous.